Bonjour et merci de vous être fidélisés si facilement et si rapidement à cette tranche d'émission dénommée Objectif 2023. Objectif 2023 vous donne de plus amples détails sur toutes les questions ayant trait aux élections en République démocratique du Congo. Pour ces nouveaux numéros et sur ces plateaux, je reçois pour vous le porte-parole du mouvement citoyen congolais debout et partenaire du comité laïque de coordination, Maître Hervé Diakissé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cléopâtre Loko, merci de m'avoir accueilli sur votre prestigieux plateau. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, une brève présentation de vous. C'est très compliqué de dire qui on est. Bon, je suis Hervé Diakissé, je suis avocat de profession et de plus en plus j'évolue comme acteur de la société civile au sein de mon mouvement d'appartenance qui est le Congolais debout et qui travaille en étroite collaboration avec les CLC, avec qui nous menons beaucoup de campagnes, notamment sur la question électorale. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, puisque vous êtes en partenariat avec le comité laïque de coordination, quelle est sa mission et ses objectifs déjà? Bien, écoutez, le comité laïque de coordination, c'est une action du laïcat catholique. Ce sont des initiatives de l'engagement de laïcs catholiques sur les questions d'intérêt communautaire, d'intérêt social et particulièrement sur des questions d'engagement civique. Le bien-être d'une communauté passe notamment par une citoyenneté qualitative, une citoyenneté qui exige l'amélioration des conditions de vie de la communauté, une justice distributive et aussi un engagement pour le contrôle, la gestion des intérêts communautaires dans la bonne gouvernance, dans éviter la gabegie, l'arbitraire. Alors, les CLC, en collaboration avec d'autres parties prenantes, a organisé à Kinshasa récemment un atelier de réflexion basé sur les réformes électorales. Pourquoi, à 3 ans des élections effectives en République démocratique du Congo, la question basée sur les réformes électorales s'accentue de plus en plus? Très bien. Il faut peut-être faire une petite rétrospective pour voir comment les CLC et les mouvements citoyens partenaires se sont engagés dans cette réflexion. Vous vous rappellerez que nous avons tous été surpris à un moment donné d'apprendre un processus de désignation quasiment forcé et en catimini du président de la CENI. On n'entre même pas dans les conditions d'illégalité manifeste et flagrante ayant entouré ce processus de désignation, ainsi que les contestations même au niveau de la sous-composante confession religieuse qui ont prévalu autour de cela. Donc un problème s'est posé. À l'époque, le CLC, les Congolais debout, Lucha et Filimbi avaient publié un communiqué conjoint. Dans ces communiqués, nous faisions appel à nos autorités, chacune en ce qui le concerne, à prendre en compte quelques desiderata. Et le premier desiderata, c'était de dire on ne peut pas procéder à la désignation des animateurs de la CENI sans qu'on ait procédé au moins aux réformes nécessaires liées à la loi organique sur la CENI et éventuellement aussi sur le processus électoral. Nous avions aussi dit qu'il était inadmissible qu'un seul membre de la structure qui a participé au chaos électoral passé puisse être parmi les principaux animateurs de la nouvelle CENI. Enfin, nous avions aussi dit en son temps qu'il était important, conformément d'ailleurs à la loi organique qui régit la CENI, qu'on puisse auditionner les rapports d'activité de la CENI et auditer les comptes de la CENI. Nous avons organisé la marche et nous avons maintenu ces préalables. À l'issue de cette marche, pour en revenir donc à cet atelier, nous avons vu la Cour de comptes pour demander que l'aspect audit des comptes de la CENI puisse être mis en mouvement. Mais nous devons être proactifs. On ne doit pas juste se limiter à une contestation sans être une force de proposition et d'initiative. Nous avons appris qu'il existait sur la table du bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi de l'honorable Christophe Lutundula qui parle justement de la réforme de la loi organique sur la CENI. Nous nous sommes dit on ne va pas réinventer la roue. Pourquoi ne pas partir sur base d'un texte qui a le mérite d'être officiel et d'exister pour réfléchir sur les innovations que ces textes comportent
et aussi l'enrichir en tant qu'acteur de la société civile concernée par la question électorale, pour qu'ensemble, une réflexion de fond qui associe le plus possible les intelligences du pays puisse être soumise en temps utile aux concernés, donc aux porteurs de la proposition de loi, qu'est l'honorable Christophe Lutundula, afin qu'elle soit soumise au débat de l'Assemblée nationale. Mais la priorité aujourd'hui, c'est les réformes électorales ou bien le recensement? Écoutez, moi je pense que c'est deux réalités distinctes qui peuvent venir en conjonction, mais qui ne procèdent pas des mêmes séquences. Le recensement est une activité permanente et pérenne de l'administration pour tout pays qui se respecte. Et c'est pourquoi il existe même des offices, des instituts en charge du recensement électoral. Mais ici, nous parlons ici de la question des électeurs, ok? Mais pour parler de la question des électeurs, on doit d'abord savoir quelle est la CENI qu'il nous faut. Donc pour vous, ça peut venir après les réformes électorales et puis on parlera du recensement? Pour nous, il n'y a même pas de nécessité de les opposer parce que nous ne savons pas encore quel genre de CENI nous avons aujourd'hui. Nous avons eu une CENI qui a eu un déficit dans la confiance vis-à-vis de la population, dans la confiance vis-à-vis de la classe politique. Les vraies questions, c'était de savoir est-ce que ces animateurs, la question se pose au niveau des animateurs, la question se pose au niveau des modalités de désignation des animateurs, est-ce que la question se pose sur la manière dont les règles régissant cette institution aujourd'hui existent et qu'il faut les réformer. Alors, les questions techniques liées maintenant au fonctionnement de l'institution pourront suivre, parce que si vous n'avez même pas confiance aux modalités de désignation des acteurs et à la transparence de la désignation ou aux prérogatives données à l'institution de garantir sa crédibilité, toutes ces opérations qui seront liées et à la question du recensement ou à la question de l'identification et l'enrôlement des électeurs poseront problème. Parce que vous parlez du recensement, mais pour la question électorale, c'est plus la maîtrise du fichier électoral qui est la question essentielle. Donc pour vous, la priorité, c'est ça, d'abord? La priorité, c'est d'abord de clarifier la désignation des membres de la CENI et de reformer la loi électorale. Alors, ce sont ces personnes, nanties de la confiance et de la garantie de crédibilité de l'institution, qui pourront mener à bien les opérations dont vous parlez. Mais je tiens à préciser, parce que ce sont deux notions techniques distinctes, absolument. La CENI n'a pas pour prérogative ou mission de procéder au recensement de la population. La CENI a pour mission d'élaborer la liste des électeurs, ce qu'on appelle les fichiers électoraux. Les recensements, c'est le travail de l'administration. C'est le travail de l'État civil, c'est le travail du ministère de l'Intérieur, c'est le travail du ministère du Plan, c'est le travail de beaucoup d'autres services de l'État et aussi de l'Office national de l'identification de la population qui a été créé. Et c'est un travail qui va au-delà. La CENI vous identifie tous ceux qui sont en âge de voter, qui sont prêts d'être en âge de voter. Mais les recensements vous identifient tous les Congolais nés jusqu'au dernier Congolais qui est sur le point de décéder. Donc ça peut attendre même jusqu'en 2022, comme l'a dit l'ONEM? Alors, nous, en tout cas, ce qui nous concerne, c'est le processus électoral. Et les processus électoraux, oui, sinon nous nous éparpillons. Nos réflexions à nous portées sur les principes électoraux. Effectivement, c'est assez intéressant de maîtriser aujourd'hui la population congolaise. Mais vous savez pour qu'il y ait des élections crédibles, il doit y avoir recensement aussi? Non, il doit y avoir identification et enrôlement des électeurs parce que ce n'est pas la même population. Ça passe par le recensement aussi. Ça passe par l'identification, la preuve, si tel est le cas. Alors pourquoi jusque-là on a eu des élections et on n'a jamais eu des recensements? C'est bien pour vous dire que c'est deux réalités distinctes. Même si ça procède d'une certaine logique, c'est toujours une population qu'on identifie. Mais les cadres juridiques n'est pas les mêmes. Les cadres juridiques qui régissent les recensements s'inscrivent dans une durée beaucoup plus longue. Alors que les cadres juridiques qui régissent l'identification et l'enrôlement des électeurs s'inscrivent dans un cadre conjoncturel, l'organisation immédiate des élections et la maîtrise du fichier électoral en un temps X. Et pour l'identification et l'enrôlement des électeurs, c'est ceux qui sont en âge de voter ou ceux qui sont le plus près possible de l'âge de voter par rapport au cycle à venir. Alors que le recensement, lui, prend l'ensemble de la population, indépendamment de leur possibilité d'être électeur ou pas. Alors, Maître Hervé Diakiese, tout au début de votre speech, vous avez dit que vous êtes appuyé sur les propositions de loi faites par l'honorable Lutundula. Mais quelle a été votre pierre d'ajout?
Ok. On est d'abord parti de ces propositions de loi pour une raison évidente et pragmatique. Elle était la seule initiative officielle à ces jours qui existe sur la table de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la réforme de la loi organique sur la CENI. Alors, pour bien préciser notre pierre d'ajout, il y a quand même deux concepts que nous devons distinguer. Hein. Il y a d'abord la question de la réforme de la CENI en tant que structure, ok? Et ça, c'est la loi organique qui régit son organisation et son fonctionnement. Et la réforme du système électoral de notre pays, hein, qui concerne donc l'opérationnalité des actions de la CENI, identification, enrôlement, scrutin proprement dit, contentieux, ça, c'est la loi électorale. Ce n'est pas ça qui a fait l'objet de nos réflexions. Nous sommes restés dans la grande réforme initiale qui concernait l'organisation et le fonctionnement. Alors, les questions que nous nous sommes posées sont simples avant de parler de cette loi proprement dite. Quels sont les réels problèmes que nous avons dans notre pays si, depuis 2006 où nous avons commencé les scrutins, les performances ne vont que dans un sens descendant? Donc, c'est comme si chaque scrutin est pire que les scrutins antérieurs. Donc, la courbe est descendante et non une courbe ascendante avec des améliorations. Est-ce lié à la loi qui organise la CENI? Est-ce lié aux personnes elles-mêmes qui dirigent la CENI? Est-ce lié aux modalités de désignation de ces personnes? Nous voulons d'une CENI qui soit indépendante, qui soit libre et qui organise donc des scrutins neutres sans mainmise. Or, nous constatons malheureusement que la CENI est toujours taxée des partialités. Elle devient l'appendice électoral du groupe politique au pouvoir qui veut rester au pouvoir. Alors maintenant, dans la loi Lutundula, disons la proposition de loi Lutundula, qui était donc pour nous le texte de référence, nous avons constaté quelques avancées. La première question que cette proposition pose, si nous voulons une CENI neutre, indépendante, impartiale, faut-il que cette CENI soit dépolitisée, comme certains disent? Dépolitisée, ça veut dire il n'y a plus aucun acteur dont les modalités de désignation passent par les politiques. Puisque vous savez qu'avec l'actuelle loi, il y a un quota. La CENI est dirigée par la société civile, mais la majorité au niveau de l'Assemblée a un nombre plus important et l'opposition a une portion congrue. Ils ont même réparti les partages de postes. Certains disent on ne peut pas avoir une CENI dont les membres sont les représentants de leur parti et espérer qu'ils soient autonomes. D'autres disent on ne peut pas non plus penser que si la CENI ne composait que des membres de la société civile, elle sera par nature indépendante dans le contexte qui est le nôtre, parce qu'il y a aussi des sociétés ou des organisations de la société civile qui sont aussi les appendices de groupes politiques. Alors, la proposition de loi Lutundula dit, premièrement, il faut procéder, en ce qui concerne les animateurs de la nouvelle CENI, à une désignation égalitaire et paritaire. Donc, c'est-à-dire que, au lieu de partir du principe actuel qui veut que le poids des animateurs, des nombres de représentants au sein de la CENI dépendent du poids ou de la représentation politique à l'Assemblée nationale, on devrait plutôt accorder à chaque groupe, donc pouvoir, opposition et société civile, un quota égal. Il y a deux arguments en faveur de ces raisonnements. Le premier argument, c'est de dire la CENI n'est pas comme l'Assemblée nationale, une institution délibérative pour que son organisation dépende des équilibres au sein de l'Assemblée nationale. Ici, il s'agit de créer un corps d'arbitre. Le corps d'arbitre ne doit pas avoir un quota supérieur selon un groupe et un quota inférieur selon un autre. Le deuxième argument, c'est que la CENI est en train d'organiser les élections du futur. Donc, elle ne peut pas, dans son organisation, dépendre de la majorité des élections qu'elle va elle-même organiser pour les remplacer. Et aussi, un autre argument réel, la légitimité de nos institutions actuelles, à cause de la débâcle électorale et du chaos électoral passé, est sujette à caution. Le reflet de poids politique au sein de l'Assemblée nationale actuelle ne reflète pas la légitimité au sein de la population parce qu'on a contesté des tricheries. Vous pensez que si on retrouve au sein des animateurs de la CENI, donc majorité, opposition et société civile, à ce niveau-là, on ne parlerait plus de la politisation, comme vous dites?
La CENI serait-elle vraiment indépendante? C'est parmi les pistes de réflexion. Voilà pourquoi je vous ai dit que jusqu'à aujourd'hui, ça a le mérite de développer des réflexions que nous partageons et pour lesquelles, à un moment donné, lors des forums où et la société civile et les politiques se réuniront, nous lèverons des options concrètes. Mais ça, c'est parmi les pistes. Tout se discute et tout est sujet à caution. Jusque-là, on a fonctionné avec le système Sun City, qui était d'ailleurs très bon en 2006. Les composantes, les entités avaient des représentants. Et la présence équilibrée de toutes ces structures permettait la neutralisation, à défaut de l'impartialité, mais il était très difficile de faire fonctionner la structure électorale au bénéfice d'un groupe ou d'avoir une majorité automatique dans les délibérations qui les rendait automatiquement tributaires d'un groupe. Mais autre chose, et à mon sens, qui doit être innovant, qu'est-ce qui rend les membres désignés au sein de la CENI, peu importe les équilibres qu'on va trouver, tributaires de partis prenantes au processus électoral, donc les partis politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition? C'est le fait que toutes ces personnes dépendent de leur continuité des mandats de ceux qui les ont envoyés. Si ceux qui envoient les membres au sein de la CENI ont le pouvoir en cours de mandat de les retirer au sein de la CENI, là, nous aurons un problème. Il faut que lorsqu'une personne, peu importe la manière dont elle a été désignée, a été déjà désignée au sein de la CENI, elle reste là, quelles que soient les circonstances ultérieures, jusqu'à la fin de son mandat. Donc, par exemple, si vous êtes désigné, il faudrait que vous restiez là. Oui. Si, oui. Il y a des couacs? Non. Ça, c'est parmi les autres questions. Mais si vous dépendez du politique, ben, vous serez toujours sujet à suivre leurs injonctions. Parce que la question, c'est quoi? Si vous dépendez de votre structure. Oui, mais oui, il faut éviter, parce que vous ne pouvez pas avoir une CENI indépendante dont les animateurs ne sont pas indépendants. Nous avons eu un souci. Je vous donne deux cas concrets. Vous vous rappelez que lors des dernières négociations, que ce soit au niveau de l'OUA ou de la Saint-Sylvestre à la Cinco, il y a eu les MLC qui a fait remplacer son membre. Et vous vous rappelez que l'UDPS exigeait depuis longtemps le départ du rapporteur Kalamba. Or, si une personne est déjà au sein de la CENI, elle est censée avoir coupé les cordons ombilicaux, mais le groupe politique considère qu'ils peuvent toujours faire remplacer cette personne, c'est que la CENI n'est pas indépendante par rapport à ses animateurs. Elle sera toujours politisée. Elle sera toujours politisée parce que le fait de savoir qu'on peut toujours vous faire partir fait que vous devez suivre les injonctions si vous voulez rester. Ou sinon, vous êtes obligé de solliciter la protection des groupes antagonistes pour rester. Dans tous les deux cas, vous perdez votre indépendance. Or, si une personne est désignée au sein de la CENI, indépendamment des actes d'infraction qu'il peut commettre ou des cas de violation de la loi électorale, ça c'est autre chose. Là, c'est sa responsabilité personnelle qui est engagée. Mais quand il s'agit de l'exercice de la fonction en tant que membre de la CENI, une fois désigné, vous ne pouvez plus. Et le dernier exemple que je vous donne, supposons nous avons le FCCH aujourd'hui comme majorité. Si le FCCH désigne des animateurs au sein de la CENI et qu'en cours d'exercice, le FCCH se disloque, est-ce que la nouvelle majorité va dire ceux qui ont été désignés au sein de la CENI en tant que FCCH ne peuvent plus être là parce qu'ils ne nous représentent plus? Vous comprenez dans quelle insécurité on sera. Donc, le principe demeure simple. Une fois désignés, quelles que soient les circonstances ultérieures, les personnes qui sont au sein de la CENI restent là jusqu'à la fin de leur mandat. Mais l'autre question que vous venez d'ailleurs de poser qui est pertinente, c'est la redevabilité de ceux qui sont désignés. Parce qu'il ne faut pas seulement garantir leur protection et leur indépendance, mais leur redevabilité. Leur redevabilité peut se situer à deux niveaux. Sur le plan pénal, et vous avez dit, donc vous restez là, on ne peut plus vous faire partir, quelles que soient les circonstances. Non. Si, au cours de l'action électorale, la CENI qui est obligée aujourd'hui de participer à la transparence du processus électoral, les agents de la CENI délibérément posent des actes d'entrave au processus électoral, à la transparence surtout, obstruction dans l'accès aux résultats, non-affichage des résultats, non-disponibilité des procès-verbaux pour les témoins, les observateurs, ça doit être érigé en infraction. Ça doit être érigé en infraction et engager la responsabilité pénale personnelle de tous les membres du bureau. Parce qu'ils ont été mis en place pour assurer la transparence et le bon fonctionnement du processus électoral.
Donc, par exemple, tout ce qu'on a vécu lors des élections passées, non-affichage des résultats, ça ne pose problème à personne. Ils vous disent même où est-ce que la loi nous a obligés à les faire. Alors que la loi vous a dit que vous devez assurer des élections qui soient transparentes. L'un des éléments de la transparence, c'est l'affichage au niveau le plus bas des scrutins. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Donc, d'une part, on garantit leur indépendance, mais d'autre part, on engage leurs responsabilités pénales personnelles. Par exemple, dans des scandales financiers, des passations des marchés publics, où on voit qu'il y a de la collusion et un enrichissement illicite, leur responsabilité personnelle doit être engagée. L'obligation aussi de déclarer quand même leurs avoirs en amont, d'entrer en fonction alors que c'est prévu par la loi, et un contrôle à l'issue. Donc tous ces éléments-là sont importants et c'est parmi les innovations et les propositions de la réforme, je précise toujours, hein, organique, donc la CENI en tant que structure. On n'a pas encore parlé de la loi électorale dans les... Mais aujourd'hui, votre démarche est motivée. Aussi, de l'autre côté, la démarche de 12 personnalités est motivée, mais les points communs, c'est les réformes électorales. Quelle différence établissez-vous entre le G12 et vous? Non, je pense qu'il y a plus de points de convergence que de différences. C'est peut-être au niveau des initiatives prises et au niveau des séquences. Alors, les G12 a été une initiative politique transcendant les clivages et les appartenances. Certains même se sont fait désavouer par leur camp politique et quelques personnes de la société civile, ils ont circulé, ils ont rencontré pas mal de gens. Ils nous ont aussi rencontrés en tant que mouvement citoyen. Nous réfléchissons tous pour la même cause. Alors, nous n'avons peut-être pas atteint les mêmes niveaux de compréhension de certains paramètres. Nous avons lu leurs déclarations. Nous aussi, nous avions des initiatives. C'est celle que nous avons menées comme notre atelier. Ça nous permet de plus en plus que toutes les intelligences congolaises se focalisent sur une question qui n'est pas le monopole d'un camp. C'est une question nationale, c'est une question citoyenne qui nous concerne tous. Et donc, pour nous, franchement, nous encourageons leur réflexion. Et je suis sûr que la démarche que nous avons menée a été d'abord soumise aussi à un autre niveau de réflexion qui vise à créer un forum qui, je crois, est imminent, le forum de la société civile sur la question électorale. De telle manière que la plupart des organisations représentatives de la société civile aient une lecture commune sur ce que doit être la prochaine CENI et ce que doivent être les réformes et structurelles et opérationnelles de la CENI. Par après, ces réflexions seront confrontées aux initiatives des politiques pour au moins avoir ici une base commune pour une CENI que nous espérons vraiment beaucoup plus performante à l'avenir. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez plus de points de convergence. Mais est-ce que ça vous traverse déjà à l'esprit de faire bloc aux jours à venir? Puisque c'est pour l'intérêt suprême de la nation que vous le faites, je suppose. Absolument, mais faire bloc, c'est un terme qui peut prêter à confusion. C'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons tous constituer une équipe commune ou bien une sorte de plateforme, je ne pense pas. Mais si vous voulez dire que nous pouvons tous constituer un courant des Congolais, peu importe leur engagement, sur de points communs en matière électorale, oui. C'est même souhaitable. Plus nous serons nombreux à penser la même chose, à vouloir la même chose et à la faire réaliser, ça ne devrait pas poser un problème, à mon sens. Ça ne devrait vraiment pas, en ce qui me concerne, poser un problème. Si, dès le départ, nos intentions sont claires et nos propositions sont concrètes, nous parlons de questions liées à la réforme électorale et de rien d'autre. Là, nous sommes parfaitement d'accord. Vous avez des échanges allant dans ce sens? Comme je vous l'ai dit, nous avions rencontré le groupe du G12 qui était G13 à l'époque. Nous avions rencontré les mouvements citoyens, nous avions échangé, nous avions même reçu leur cahier et globalement, nous convergions. Alors maintenant, nous, en tant que structure de la société civile, nous avons d'abord tenu, nous aussi, à enrichir nos propres réflexions pour que nous ayons une lecture commune. De la même manière que, en temps utile, nous puissions faire converger les idées. Ce serait quelque chose de très bien. Que les Congolais apprennent à se parler entre eux, sans a priori, et réfléchissent sur les institutions. Parce que, fondamentalement, Cléopâtre Ilokou, tout ce que nous allons nous dire doit être traduit en loi. Parce que quand nous parlons de réformes, les réformes sont législatives. Et donc, à un moment donné, nous devrions rentrer au niveau des institutions législatives pour traduire ces réformes en loi. Donc, déjà, discuter en amont, notamment avec les éléments des législateurs, c'est quelque chose d'important. Et après avoir la même lecture et créer la dynamique de la réforme, pour nous, ça ne pose aucun problème.
Tout au début de notre échange, vous avez dit que vous réservez la primeur de vos réflexions aux institutions bien établies. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, puisque les uns, c'est-à-dire le G12 l'a déjà fait et que vous avez des points de convergence, pourquoi ne pas faire bloc, comme je l'ai dit tantôt, pour avancer directement au lieu de retarder les pas? Non, 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 je pense que nous avançons tous, mais n'avançons pas de manière précipitée. Les questions électorales sont des questions très sensibles. En ce qui nous concerne, les mouvements citoyens et les CLC, nous sommes dépositaires du sacrifice des martyrs de la démocratie, à tous ceux qui ont été tués dans les parvis des églises, qui ne voulaient pas être députés, ministres, présidents, qui voulaient juste avoir des élections. Donc nous prenons très au sérieux cette démarche et nous voulons l'inscrire dans une logique de transparence, de crédibilité et de sérieux. Et de ce fait, tout le problème qu'on a dans ces pays, c'est qu'on confond vitesse et précipitation. Et nous arrivons souvent, voilà, on est en 2023, mais les choses qui auraient dû être faites en 2020, en 2021 n'ont pas été faites et on s'attend qu'en 2023, on ait les résultats voulus. De la même manière, pour ce cas précis, nous avons pris langue avec eux, ils ont même discuté avec la Synco. C'est pour dire que les réflexions sont en train d'évoluer. Et c'est même très bien que cette diversité puisse à un moment donné converger. Le moment de la convergence, je crois, ne va pas tarder. Mais on ne peut pas d'abord commencer par créer une sorte d'union factice si nous n'avons pas tous la même lecture des concepts. Parce que le problème dans ces pays, c'est au moment de l'interprétation. Est-ce qu'on a vraiment voulu dire ceci, on a voulu dire cela? Alors pour qu'on soit tous sûrs qu'on a la même lecture, chacun approfondit les réflexions et c'est en train d'aller vite. Et nous nous retrouverons pour être sûrs que nous avons exactement les mêmes entendements. À un moment donné, ce sera un problème de leadership. Vous avez vos points et aussi un nom finalement qui va gérer l'autre. Ah tiens, alors je n'avais même pas cette lecture-là parce que je crois que nous parlions Congo, nous parlions élection, transparence, démocratie, pas une affaire de leadership. Nous, on n'est pas intéressés par des querelles de leadership. Franchement, nous sommes intéressés à ce que les Congolais puissent désigner librement leurs dirigeants et que cela soit légitime. Donc franchement, pour les leaderships, nous ne nous embarquerons pas dans ça. Ça ne nous intéresse vraiment pas. Nous cherchons, nous, à défendre des valeurs de démocratie, de transparence, et nous voulons une CENI qui soit indépendante. Nous ne voulons pas faire quelque chose pour dire que nous sommes les premiers à y avoir pensé ou les meilleurs à y penser. On va pas réinventer la roue. On sait, on a le droit comparé, on a des expertises comparées. On sait c'est quoi une vraie élection. On sait, il y a des pays qui le font, en Afrique d'ailleurs. Donc, il n'y a rien de nouveau, mais c'est plutôt voir quels sont les éléments qui, dans notre pays, constituent des pesanteurs qui bloquent le déroulement d'un processus qui soit crédible. Les restes, vraiment, revendiquer un leadership quelconque, c'est loin d'être notre préoccupation première. L'élection à deux tours serait une priorité aussi pour vous? Alors, maintenant, nous avons quitté le premier cadre conceptuel, hein, on parlait du cadre organique. Nous entrons maintenant dans les cadres de la loi électorale. Alors, je vous précise déjà que ça n'a pas fait l'objet de nos réflexions. Donc, ce que je vais vous livrer, c'est un peu les gens, oui, mon point de vue, hein, pour bien préciser que ni mon organisation Les Congolais Debout, ça n'engage que vous. Oui, oui, oui. Alors, la première chose, oui, moi, je suis très favorable au retour à deux tours. Pourquoi? Parce que c'est l'unique mécanisme qui donne au président de la République suffisamment de légitimité. S'il n'a pas pu avoir la majorité absolue au premier tour, il peut agréger des forces politiques autour de lui pour lui donner suffisamment de voix. Quand on a un président élu à 30%, ça veut dire 70% des Congolais n'ont pas élu ces messieurs ou cette dame. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a 70% du corps électoral qui n'a pas adhéré à son programme. Et ça, c'est un problème. Donc, raison pour laquelle, vraiment, comment dire, consolider la légitimité du président de la République, il faut que, après les premiers tours, le deux meilleurs soit suffisamment en mesure de créer des alliances autour d'eux pour avoir les meilleures voix. Mais donc, si c'est important, pourquoi vous ne les soumettez pas à votre structure, le CLC par exemple? Bon, comme je vous l'ai dit, notre première réflexion avait été sur la loi organique, parce que fondamentalement, les institutions ne valent que par les hommes qui les animent. Et la question de la loi organique, puisqu'il y a eu une certaine précipitation dans la désignation des animateurs, alors qu'il y avait des réformes à faire. Si
très prochainement, nous pouvons réfléchir sur la loi électorale, il n'y a pas que la question des 2 tours, il y a la question de maintien ou non du seuil, la question de la caution par candidat ou par liste. Donc il y a beaucoup d'autres questions. Est-ce qu'il faut garder la proportionnelle? Est-ce qu'il faut rentrer au scrutin majoritaire? Ça, ce sont maintenant des questions techniques sur la loi électorale opérationnelle. Beaucoup d'organisations de la société civile ont déjà mené de telles réflexions. Certainement, nous aussi, on a des points de vue sur la question. En temps utile, nous pourrions aussi les communiquer parce que c'est quelques questions aussi que nous avons appris à gérer. Donc, c'est pas, la difficulté ne sera pas là. Mais j'ai l'honnêteté intellectuelle de dire sur quoi notre atelier a apporté et sur quoi il n'a pas apporté. Mais par contre, nous avions fait 2 propositions quand même sur la réforme électorale, mais qui entraient en fait surtout la question de la transparence. C'est la possibilité pour chaque électeur même de procéder à la capture téléphonique, donc de la photographique, des procès-verbaux des résultats dès les bureaux de vote, ou l'affichage pour permettre déjà au niveau le plus bas d'avoir les informations. Vous pensez que la faisabilité, ça sera plus rapide pour que... Mais parce que souvent la CENI vous dit on n'a pas assez de papiers à remettre à tous les témoins. Et donc, de ce fait, l'information n'arrive pas à tous les acteurs. Si aujourd'hui, au niveau des bureaux de vote, si vous n'avez pas de papier, mais on peut prendre en photo les procès-verbaux des résultats, ça permet à tout le monde d'avoir au moins une copie de ce qu'a été les résultats au niveau de chaque bureau de vote. Mais c'est pas tout le monde non plus qui a un téléphone Android, smart. Oui, mais les témoins, c'est toujours ça la même chose. On ne va pas doter chaque Congolais d'un téléphone, mais chaque parti politique, si on est capable d'avoir un témoin dans un bureau de vote, c'est pour qu'il puisse vous apporter la preuve des résultats de chaque bureau de vote. Donc, ils le font déjà de toute façon. Donc, ne vous préoccupez pas sur ça. Croyez-moi, les politiques savent s'organiser quand l'intérêt est de connaître les voix obtenues dans chaque bureau de vote va se présenter. Mais que la loi permette cette possibilité parce que la CENI peut se retrouver pour des raisons logistiques dans l'incapacité d'avoir suffisamment de papiers pour les autres témoins. Vous permettez qu'on puisse au moins prendre en photo et qu'on avance. C'est ça, garantir la transparence. Alors, en définitive, quel type de réforme qu'il faut pour quel type d'élection et puis démocratique du Congo? Alors, vaste question philosophique. Disons qu'il y a 2 volets. La grande préoccupation que nous avons d'abord, c'est comment garantir l'indépendance des animateurs de la CENI, s'il faut garantir l'indépendance de la CENI elle-même. La CENI, on voit, c'est un bâtiment, mais on ne touche pas la CENI. On touche ceux qui travaillent dans la CENI et qui engagent les résultats de la structure. Pour ce faire, il faut que ces personnes, peu importe les modalités de leur désignation, ne soient plus dépendantes des gens qui les ont nommés. Une fois nommés, ils entrent en fonction, on crée ce qu'on appelle ces devoirs d'ingratitude. Ça veut dire qu'on ne veut plus des gens qui vont dans des réunions avec des autorités morales, on ne veut plus des gens qui payent des cotisations à leur parti, c'est fini, ils ont coupé les ponts. Durant toute la durée de leur mandat, ils ne sont plus qu'au service de la CENI. Pour ça, donc, on ne doit plus les révoquer, sauf pour des manquements à la loi qui concernent toute personne. Ça concerne aussi le président de la République, ça concerne n'importe quelle autorité, ça concerne n'importe quel ministre. Mais pas pour des conjonctures politiques et politiciennes. Ça, c'est un élément pour moi capital. L'autre élément qui est capital aussi, c'est la garantie d'accès immédiat aux résultats électoraux, bureau de vote par bureau de vote. Et ça ne doit plus être l'apanage ou l'exclusivité de la rétention d'informations de la CENI. Les élections sont le processus le plus décentralisé possible. Chaque bureau de vote élit son président, proclame les résultats du député national et éventuellement du député provincial. Dès le début, chaque bureau de vote sort pour la présidence, tel a eu tel nombre de voix, pour de la députation, etc. Il faut garder ces systèmes-là et permettre aux électeurs de pouvoir avoir ces informations à temps. Si on ne le fait pas, alors là, les risques de manipulation des résultats selon les systèmes deviennent très élevés. Et il faut rendre les responsables de la CENI pénalement comptables de toute entrave à la transparence. Si les résultats ne sont pas communiqués, si les affichages n'ont pas été réalisés, il faut les sanctionner. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez un mot à dire?
pour clôturer? Écoutez, merci d'abord de m'avoir permis de m'exprimer dans votre prestigieux plateau. Ce que je peux dire, c'est que les élections ne sont pas une faveur qui nous sont accordées par je ne sais quel libérateur. Les élections sont un droit. Nous avons droit à des élections de qualité. Et en ce qui concerne les CLC, les mouvements citoyens, nous sommes dépositaires du sacrifice des martyrs de la démocratie qui ont été achevés sur les parvis des églises. On leur a tiré dans le dos, on leur a tiré dessus et ils sont morts. Ils ne voulaient pas être ministres, députés ou présidents. Ils voulaient juste des élections crédibles. Et donc, nous sommes tenus d'exiger et nous avons droit à des élections de qualité. Nous ne pouvons plus tolérer des cacophonies électorales qu'on a connues depuis 2011 et nous ne pouvons plus rester dans l'attentisme. 2023, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre les derniers jours pour commencer les réformes. C'est comme notre slogan, les élections de demain, c'est pas par aujourd'hui. Absolument. Et alors, c'est génial, c'est vraiment cela. Vous ne pouvez pas créer un système d'attentisme et puis à la dernière minute, vous faites tout dans la précipitation. C'est déjà préparé d'ailleurs la tricherie. Donc, dès maintenant, posons les bases et nous espérons que dans cette session parlementaire de septembre, la question de la désignation des membres de la CENI et surtout de réformes nécessaires va figurer à l'ordre du jour. Parce que si tel n'est pas le cas, ça veut simplement dire qu'on prépare le décor à beaucoup de désordre. Et ça, c'est intolérable et nous réagirons en conséquence. Maître Hervé Diakessé, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous espérons vous retrouver très prochainement. C'est moi qui vous remercie et ce sera avec plaisir. Cette émission est terminée. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.